Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le condensateur. Le condensateur qui est un composant électrique très important. Et ce composant-là, il permet d'accumuler des charges. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son utilité. Et puis après, on va foncer plus dans les particularités du condensateur. Donc, le condensateur, c'est un composant électrique. Donc, vous voyez ici un peu sa forme. Il y a bien sûr plein d'autres formes, évidemment. C'est un dipôle car il a deux entrées. Et si vous voyez ici une caméra, une ancienne caméra, qui contient un flasher. Donc, le flash, c'est celui qui donne une lumière intense quand on veut photographier ou capter une certaine photo. La pile de la caméra, c'est peut-être une tension qui n'est pas assez élevée pour pouvoir donner cette grande tension. C'est une pile de peut-être 6 volts, 9 volts. Okay? Donc, ce n'est pas une tension assez élevée qui est pas capable de donner cette grande intensité de lumière. Mais pourquoi elle est capable de donner cette grande intensité de lumière, à savoir que c'est pendant une très brève durée? Alors ça, c'est le rôle du condensateur. Donc, il y a un condensateur ici qui a pu, donc, le rôle principal d'accumuler des charges pour pouvoir les restituer dans un temps très petit, ainsi il a donné cette grande lumière. On parlera de ça après. Donc, le condensateur, on fonce dans le chapitre. On va maintenant voir la définition du condensateur, la capacité d'un condensateur, et dans d'autres vidéos, on va voir comment charger et décharger un condensateur, l'énergie emmagasinée et le groupement de condensateurs. Donc, commençons. Donc, comme on a dit avant, un condensateur est un composant électrique constitué de deux conducteurs métalliques. Donc, on les appelle des armatures ou bien des plaques. Et ces plaques-là, elles sont séparées par un certain isolant. Mais il y a une certaine influence entre eux. Vous allez voir entre elles. Vous allez voir. Ça, c'est le symbole du condensateur. Et donc, ce sont deux plaques. La substance qu'il y a entre ces deux plaques, c'est un isolant qui s'appelle le diélectrique. D'accord? Donc, cette substance-là, elle est voulue être un isolant. Pourquoi? Avant, je vais vous montrer un petit dispositif. Donc, ce dispositif, c'est effectivement, c'est comme un condensateur. Deux plaques métalliques qui sont en regard l'un face à l'autre. Et ces deux plaques sont reliées à un électroscope. Ici, un électroscope, c'est un appareil seulement qui détecte s'il y a des charges ou non. Et on peut charger ces deux plaques. Bon, l'expérience qui a été faite, c'est qu'on a avancé, on a approché une tige frottée, donc qui contient de l'électricité, des électrons, à une des plaques. On a vu que la feuille de l'électroscope a été un peu déviée. Donc, veut dire qu'il a accumulé des charges. En tout cas, on va voir beaucoup plus que ça. Maintenant, pourquoi il faut qu'il y ait un isolant entre eux? Donc, tout simplement, il faut qu'il y ait un isolant pour empêcher les charges de se déplacer entre les deux plaques. Et ainsi, elles resteront stockées sur les armatures. Donc là, supposons qu'il y a un conducteur ici. Donc, si cette plaque elle est chargée, les charges vont se déplacer dans le conducteur et passer à cette autre plaque et continuer dans le circuit. Donc, le condensateur ne reste pas chargé. Donc, il n'a pas accompli son rôle. Le rôle du condensateur, c'est d'accumuler des charges et on va voir pour quelles raisons. D'accord? Très bien. On va rentrer un peu dans le détail. Donc, ça, c'est une animation qui est sur Fête Colorado. Donc, ça, c'est un site, je vous conseille, je vous encourage de rentrer dans ce site fréquemment pour voir les animations qui s'y trouvent. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans un condensateur et c'est quoi la capacité. Voilà. Dans cette animation, nous avons une pile, donc 1,5 volts. En fait, on peut varier la tension de la pile. Et nous avons ce condensateur. On va remarquer, donc je vais mentionner les charges, que ça apparaisse. Si je vais mettre une certaine tension à la pile, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des charges qui vont apparaître sur le condensateur. On va interpréter ce phénomène tout à l'heure. Mais il y a des charges ici positives, ici des charges négatives. On a dit qu'il y a un isolant entre eux, donc ils ne vont pas se déplacer. Bien sûr, les charges, c'est effectivement c'est un courant qui passe ou bien ce sont des électrons qui circulent. D'accord?
Quand les électrons circulent arrivent à ce point, elles seront accumulées parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour passer. Pourquoi il y a la charge positive là? Donc, nous avons dit qu'il y a des électrons qui vont circuler dans ce sens. Ils arrivent là, ils vont s'accumuler sur cette plaque. Vous savez que il y a le phénomène d'influence que vous avez appris l'année passée dans l'électrostatique. L'électrostatique, c'est quoi? C'est que s'il y a des charges statiques, donc des charges fixes qui ne se déplacent pas, donc ce n'est pas un courant, ces charges-là peuvent influencer les atomes de cette plaque et les électrons de ces atomes-là, ils vont être repoussés. S'ils sont repoussés, parce que les électrons ici, ils les ont repoussés, donc ils sont influencés par les électrons qui sont là, de la plaque en bas. Si les électrons sont repoussés des atomes, alors les électrons libres de ces atomes, ils vont se déplacer dans le fil de connexion pour revenir à la pile. Quand ils vont se déplacer, ces électrons, pour revenir à la pile, ils vont céder leur place à des protons, donc les charges positives, et c'est pour cela que cette plaque elle devient positive. Et par suite, il y a un courant dans le circuit. D'accord? D'ailleurs, on voit qu'il y a un champ électrique. Vous vous rappelez, le champ électrique, le chapitre d'avant, il y a un champ électrique entre les deux plaques de condensateur. Très bien. Les charges, ça vaut combien? Donc ici, je vais placer la valeur de la charge. Donc la valeur de la charge, c'est 0,34 picocoulomb. Pico, ça veut dire fois 10 puissance moins 12. Donc, il y a 0,34 picocoulomb, ça c'est la charge, c'est-à-dire c'est la charge positive qui est sur cette plaque et c'est l'opposé de la charge négative qui est sur cette plaque. Donc je peux dire que Q ici égale à 0,34, Q ici c'est égal à moins 0,34. Mais finalement, je peux dire que la charge Q du condensateur, c'est égal à la charge de la plaque positive, c'est aussi égal à la valeur absolue de la charge de la plaque négative. Et les deux plaques sont chargées de la même façon. En effet, nous avons dit que un électron ici va repousser un électron de là. Donc, le même nombre d'électrons ici vont pousser le même nombre d'électrons qui sont là. Ainsi, nous avons le même nombre de charges. Bon, c'est quoi maintenant le rôle du condensateur dans ça? Ok, c'est bien, il a accumulé des charges, donc il a une charge, on va l'appeler Q. Mais tous les condensateurs vont accumuler la même charge ou bien ça dépend. Donc, vous voyez, je vais changer un peu la distance qui sépare les deux plaques. Ok, donc j'ai pris une grande distance, une grande épaisseur. Vous voyez le nombre de charges ici. Je vais réduire cette épaisseur et voyez qu'est-ce qui se passe aux charges. Elles ont augmenté. Donc, pour la même tension de 1,5 volts, euh, les charges ont augmenté. D'accord? Et si j'augmente l'épaisseur, les charges diminuent. Ça fait 0,24. Pourquoi? Car effectivement, à cause de cette grande distance, il n'y a pas, le phénomène d'influence, il est un peu allégé. Donc, ce n'est pas la même influence qui va pousser les électrons qui sont des atomes ici. Alors, on aura moins de charges qui accumulées et bien sûr moins de courant. Un autre facteur qu'on peut varier, donc je vais ramener ici à cette distance modérée, on peut augmenter la surface. Et voyez, quand j'augmente la surface, qu'est-ce qui se passe? La charge a augmenté, le nombre de charges a augmenté. Si je diminue la surface, le nombre de charges a diminué. D'accord? Donc, la charge totale a diminué. Donc, ainsi, si j'ai une grande surface, le condensateur a la capacité de stocker plus de charges, ça c'est évident, car il y a une plus grande surface, donc plus de charges peuvent avoir lieu et il y aura plus le phénomène d'influence entre les électrons qui sont là et les électrons des atomes qui sont ici. On a varié la surface, on a varié l'épaisseur, bien sûr, sans changer la tension. Car normalement, dans une certaine expérience, et j'ai dit ça dans une vidéo précédente, quand on va varier les facteurs, on essaie de laisser constant quelques-uns et varier un seul. Et au fur et à mesure, on peut noter les variations. Donc, la capacité du condensateur de stocker des charges, ça, c'est effectivement une caractéristique importante du condensateur. Et on va l'appeler tout simplement la capacité du condensateur.
Donc, la capacité d'un condensateur, on va la noter C, ça c'est une grandeur physique, c'est sa faculté à emmagasiner sur ses armatures, donc sur les plaques, des charges électriques. Ok, vous avez vu maintenant que ça dépend de l'épaisseur entre les plaques, ça dépend de la surface de la plaque. Il y a un troisième facteur dont dépend la capacité, on va le voir tout à l'heure. Puisque c'est une grandeur, donc c'est une unité. L'unité est le farad. Donc farad, c'est une unité qui vient le nom d'un scientifique. Et F, ça c'est dans le système SI. Normalement, le farad est une unité qui est très grande pour un condensateur, alors c'est mieux d'employer le microfarad. D'accord? Très bien. Maintenant, de quoi dépend la capacité? Donc la capacité dépend, 1, de, comme on a dit, la distance qui sépare les plaques, l'épaisseur, dépend de la surface de la plaque. Et nous avons dit que plus la distance est grande, plus la capacité est petite. C'est pour cela que la distance elle est au dénominateur. Plus la surface est grande, plus la capacité est grande. Et c'est pour cela que la surface elle est au numérateur. Il nous reste un troisième facteur qui est, bien sûr, ça dépend du milieu, qui est entre les deux plaques. Donc si c'est de l'air, c'est quelque chose. Si c'est du plastique, c'est autre chose. Si c'est du caoutchouc, c'est autre chose. Donc ça, on va l'appeler, il y a un coefficient qu'on note epsilon. Epsilon, c'est une lettre grecque et qu'on appelle la permittivité du diélectrique. Vous vous rappelez, diélectrique, c'est la substance qu'on met entre les plaques. La permittivité du diélectrique. J'ai gardé la unité vide maintenant ici pour pouvoir la découvrir ensemble. C'est quoi? La permittivité du diélectrique, c'est, comme son nom l'indique, combien il permet la transmission des forces électriques ou bien combien la force électrique qui va, nous avons dit qu'il y a une plaque négative en bas qui va pousser les électrons des atomes de la plaque qui devient positive. Donc, il y a une force électrique. Donc, à quel point il permet ceci? Donc, s'il a une grande permittivité, donc il a une grande capacité, et c'est pour cela que c'est au numérateur. Ça, c'est un coefficient. Si vous vous rappelez aussi de l'année passée, la force de Coulomb, qui est 1 sur 4 pi, en fait, vous connaissez que c'est égal 9 fois 10 puissance 9 Q fois Q' sur distance au carré, n'est-ce pas? Okay. Le 9 fois 10 puissance 9, c'est effectivement 1 sur 4 pi epsilon, le epsilon normalement de la substance où se trouvent les charges. Si c'est dans le vide, donc le epsilon, c'est le epsilon du vide. Donc, le 1 sur 4 pi epsilon, tout ça, c'est lui qui est le 9 fois 19. C'est lui qui est la constante de Coulomb. D'accord? Donc, ça, c'est le epsilon. Le epsilon du vide, donc si, ou bien de l'air, c'est approximativement la même chose, c'est égal à 1 sur 36 pi fois 19. Donc ça, vous pouvez déjà retenir que le epsilon de l'air, c'est 1 sur 36 pi fois 10 puissance 9. Et si je place epsilon là, ici, j'aurai 9 fois 19. Vérifiez ceci. Donc si là, à la place de epsilon, puisqu'on parle de l'air, on met 1 sur 36 pi fois 19. Donc le pi s'enlève. Le 36 et le 4, il nous reste 9, on le met en haut. Et le 10 puissance 9, on le met en haut. Ça fait 9 fois 10 puissance 9. D'accord? Donc ça, c'est la permittivité du vide. Maintenant, si on a placé une substance autre que l'air, par exemple, on a placé une substance qui est disons, un plastique, ou bien un caoutchouc, ou bien de la vaseline, ou bien un liquide par exemple, mais un liquide qui n'est pas ionique, ok, pour ne pas conduire les charges. Alors, il faut ajouter à cet epsilon, ou bien multiplier cet epsilon par un facteur qu'on appelle la permittivité relative de la substance. Donc, la permittivité relative, c'est le epsilon R. Le epsilon R, donc permittivité relative, c'est le epsilon de la substance sur epsilon 0. C'est pour cela, si on a mis du caoutchouc entre les deux plaques, alors le epsilon du caoutchouc, c'est le epsilon 0 qui est 1 sur 36 pi fois 10 puissance 9 fois le epsilon R, donc permittivité relative. Et cette permittivité relative, on vous la donne. D'accord? Maintenant, l'unité de epsilon, selon la formule qu'on a discutée maintenant, si je vois un peu c'est quoi, donc je vois que ça va être, pour trouver epsilon, ça va être Q' sur R carré sur F.
Bien sûr, on va enlever le 4 pi. Donc, ça devient coulomb carré par newton mètre carré. D'accord? Bon, alors ça c'est la notion de permittivité, mais en fin de compte, ce que vous devez savoir, c'est C égale epsilon S sur D. Ça, c'est un petit tableau résumant plein de permittivité. Donc, pour le vide, c'est 8,85 fois 10-12. Ça, c'est effectivement 1 sur 36 pi fois 10 puissance 9. C'est ça c'est la réponse. L'air, c'est pareil. Le corps humain, c'est 71, donc il a une grande permittivité. C'est pour cela on s'électrocute. Le verre, etc. Le mica, le nylon, le papier, etc. Donc, ce sont les permittivités de certaines substances. La permittivité relative, donc epsilon R, nous aide seulement à comparer par rapport à l'air ou au vide, c'est combien il est. Si on prend par exemple le papier, c'est 2 ou bien c'est 4, donc c'est 2 ou bien 4 fois plus grand. Donc dans votre formule, si nous avons une substance qui n'est pas l'air, alors il faut prendre à la place de epsilon S sur D, pour la capacité, on va prendre le epsilon de la matière, donc c'est epsilon R fois epsilon 0. Normalement, on ne vous donne pas le epsilon de la matière, on vous donne le epsilon relatif, epsilon R. Il faut le multiplier à epsilon 0 que vous avez connu, 1 sur 36 pi fois 19, ou bien 8,85 fois 10-12. Je pense que l'autre, c'est mieux à retenir. D'accord? Donc ça, c'est concernant la capacité. Voyons. Maintenant, on va essayer de prendre plusieurs valeurs de U et plusieurs valeurs de la charge Q pour trouver une certaine relation entre la tension et la charge. On va revenir à l'animation. Voilà, donc ça c'est le condensateur, ça c'est le générateur à tension variable. À 0 volts, on voit qu'il n'y a pas de charge. On va augmenter la tension, donc quand on augmente la tension, les charges apparaissent. D'accord, comme c'est clair déjà. On va prendre plusieurs valeurs. Donc plusieurs valeurs de tension et par suite, on va avoir plusieurs valeurs de la charge. On va utiliser un voltmètre qu'on va brancher au bornes du condensateur. Pour une tension de 0 volts, la charge, elle est mentionnée là, c'est 0 picocoulomb, donc pico fois 10-12. On va prendre plusieurs valeurs. Donc pour 0, disons 4 volts. D'accord? La charge est 0,09. Pour 0,6 volts, la charge elle est de 0,14. Ainsi de suite. Pour par exemple 1 volt, pour une tension de 1 volt, la charge est de 0,23 picocoulomb, n'est-ce pas? Pour une tension maximale ici, c'est 1,5 volts. La charge c'est 0,35 picocoulomb. Très bien. Ces valeurs, on va les placer dans un tableau. Donc, on va passer à un tableur grapheur. Ça pourrait être Google Sheet, ça pourrait être Excel, n'importe quel logiciel, pour pouvoir exploiter et tracer le graphique. Bon, le tableau étant dressé, vous savez comment faire le graphique. On va avoir ce genre de graphique Q en fonction de U. On voit très bien que c'est une ligne droite passant par l'origine, donc Q et U sont proportionnels. Et le tableur nous a donné l'équation aussi, c'est 0,225x, donc x c'est pour nous, c'est le U, plus une valeur ici qui est trop négligeable, donc on va, trop petite, donc on va la négliger devant ce coefficient. On va alors réaliser que Q égale 0,225U. Donc Q et U sont proportionnels. Voyons le 0,225, qu'est-ce qu'il correspond? Mais bien sûr, 0,225, il a une unité. C'est picocoulomb par volt. Picocoulomb par volt. Voyons à quoi ça correspond. Donc, si on retourne à la simulation, on voit qu'il y a ici une grandeur qui s'appelle capacitance en anglais, donc c'est en français capacité. On va cocher la capacité et voir c'est égal à combien. 0,23 picofarad. Vous vous rappelez que la capacité, ça dépend du condensateur lui-même, indépendante du mode de la tension et des charges. Donc, si regardez, si je vais changer la tension, c'est la charge qui change, mais la capacité reste la même. Le seul facteur qui peut changer la capacité, c'est les facteurs du condensateur. Donc, par exemple, si j'augmente la surface, la capacité change, ou bien si je diminue la distance entre les deux plaques. Donc, 0,23 picofarad, ce n'est pas la même
plus ou moins 0,225 qu'on a obtenu comme pente avant. Alors, on va revenir à notre graphique. Voilà. Donc, je peux dire que la pente ici, le coefficient directeur de cette droite, c'est la capacité. Alors, on peut dire que c'est égal Q sur U. Donc, Q étant la charge du condensateur en coulomb et U la différence de potentiel ou bien la tension entre ces armatures. Ce qui nous donne la relation principale, c'est que Q égale C fois U. Q égale C fois U. Ça, c'est la charge du condensateur, la capacité et la tension. Si vous voulez, une autre définition de capacité et qui confirme aussi ce qu'on a dit avant. La capacité, nous avons dit que c'est la capacité du condensateur pour accumuler des charges. D'après cette relation, on peut aussi la définir de cette façon. On peut dire que c'est la quantité de charge par unité de tension. C'est-à-dire, si la tension elle est de 1 volt, d'ailleurs on peut voir ça ici, si la tension c'est 1 volt, la charge c'est 0,23 picocoulomb, donc je peux dire que la capacité du condensateur c'est 0,23 picofarad qui est là, 0,23 à peu près. D'accord? Donc la capacité par définition c'est une charge par unité de tension. Et en tant qu'unité, c'est vrai qu'on a dit que c'est farad suite à Michael Faraday, mais aussi on peut dire que c'est coulomb par volt. D'accord? Ça, c'est une autre unité, mais bien sûr, on utilise fréquemment le farad. Donc ça, c'est concernant la charge, la capacité et la relation reliant charge, capacité et tension. Nous allons maintenant faire une petite analogie entre un réservoir d'eau ou bien d'un liquide et le condensateur. Donc, un réservoir qui est capable de stocker de l'eau, un liquide, et le condensateur qui est capable de stocker des charges. D'accord? Donc, il y a plus ou moins une petite analogie et qui va nous aider aussi à comprendre et aussi à se rappeler de la relation Q égale C fois U. Donc, ici, le réservoir, il a cette capacité de remplir à cause de la surface qu'il y a ici. D'accord? Plus il a une grande surface, plus il peut accumuler ou bien stocker d'eau, plus d'eau, n'est-ce pas? Et là, la surface, puisqu'elle est la raison ou bien le facteur qui est en train de permettre au réservoir de stocker plus d'eau, là, c'est la capacité. Donc, la capacité, c'est le facteur qui peut aider le condensateur à stocker plus de charge. D'accord. Maintenant, si on voit ici la hauteur d'eau qui est stockée dans le réservoir, ça, bien sûr, ça dépend le volume de l'eau dépend de cette hauteur. Donc, le volume de l'eau qui sera stocké ici dépend de la surface du réservoir et de la hauteur. Cette hauteur-là, elle est dirigée ou bien elle est gérée par la quantité, la source qui va créer ça, qui va donner de l'eau. D'accord? Donc là aussi, on peut dire que la tension U, c'est la tension au bord qui est la tension au bord des plaques. C'est elle qui est aussi gérée par la source de tension qui est la pile. Et finalement, le volume d'eau qui est stocké là, c'est égal à S fois H. Et pareil ici, la charge, donc la quantité de charge accumulée ou bien stockée, c'est égal à C fois U. D'accord? Il y a une chose à remarquer, que là, le réservoir, il a une certaine hauteur maximale qui ne peut pas dépasser. Alors, ici, ça pourrait être ça, c'est la hauteur maximale. Et si l'eau dépasse cette hauteur maximale, l'eau va déborder. Donc, c'est pas voulu. OK? Là aussi, le condensateur, il a une tension maximale qu'il peut supporter. Donc, si la tension dépasse cette tension maximale, aussi le condensateur va être abîmé. Pour cela, cette tension maximale, on l'appelle la tension de claquage. Que se passe-t-il si la tension dépasse la tension de claquage? En effet, l'isolant ici, qu'on appelle le diélectrique, il sera capable de faire passer des charges. Les électrons vont circuler. Alors, il ne sera plus un diélectrique isolant. Et par suite, le condensateur ne peut plus accumuler des charges. Alors, il est abîmé en quelque sorte. Bon, voilà.
Voilà, ça c'est la première partie du chapitre est terminée dans cette vidéo dans laquelle on a vu le condensateur, la capacité du condensateur et les facteurs dont dépend la capacité. Euh, Nous avons vu aussi la relation charge en fonction de la capacité de la tension Q égale C fois U. Dans une prochaine vidéo, ou bien dans deux prochaines vidéos, on va voir le mode de charge et de décharge du condensateur, l'énergie emmagasinée ainsi que le groupement de condensateur. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, les écrire dans la section commentaires en bas ou bien vous pouvez m'envoyer personnellement des messages. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être plus notifié de vidéos que je vais mettre et à bientôt.